Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 23 septembre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient à la demande de l'Algérie et des États islamiques membres du Conseil. L'Algérie appelle à mettre fin à l'impunité dont jouit l'entité sioniste. Ahmed Attaf présent à New York à la séance d'ouverture du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, placée sous le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». L'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pour le 718e jour consécutif, faisant au moins 34 martyrs sans compter les victimes de la famine. Et puis le spectre d'une nouvelle journée de grève et de manifestation plane au-dessus de la France. Le Premier ministre a jusqu'à demain pour répondre aux revendications de l'intersyndicale. Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient en ce moment même à New York une réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient à la demande de l'Algérie et des États islamiques membres du Conseil. Intervenant lors de cette réunion organisée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, vient de plaider notamment pour mettre fin à l'impunité dont jouit l'entité sioniste. Merci d'avoir convoqué cette réunion. L'on ne peut pas non plus douter de la volonté de déplacer de masse et de réoccuper Gaza et la Cisjordanie de la part de l'occupation israélienne qui semble déterminée à mettre à exécution ses plans sans le moindre scrupule. Quant à la situation dans la région de manière générale, eh bien, les agressions israéliennes aujourd'hui visent aussi bien le Yémen que le Liban, que la Syrie ou l'Iran, agression après agression. Et il y a quelques jours, l'agression a frappé un autre État, le Qatar. Et nous savons que cette liste ne fera que s'allonger compte tenu des menaces qui planent sur les pays de la région. Cette situation est tragique. Israël aujourd'hui ouvre plusieurs fronts dans la région, front après front, pour mener sa politique d'agression. Auparavant, Ahmed Attaf avait pris part à New York à la séance d'ouverture du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, placée sous le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le débat général permettra aux chefs d'État et aux chefs des délégations participantes d'aborder les principales questions qui préoccupent la communauté internationale face aux défis croissants liés à la paix et à la sécurité internationale et au développement économique durable dans le monde. Un règlement permanent, juste et définitif du conflit israélo-palestinien garanti par un consensus international authentique. L'Algérie a salué hier l'espoir né de la conférence onusienne sur la solution à deux États. Depuis New York à Alger a considéré cela comme étant un rempart solide contre les politiques expansionnistes d'Israël. Kherdim Batash. Un élan vieux de 37 ans se perpétue sous la coupole de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'État de Palestine, proclamé pour la première fois en Algérie en 1988, force la reconnaissance de plusieurs États occidentaux, en passant par Gaza, la martyre d'une machine de guerre sioniste abominable qui, en plus d'écraser les Palestiniens sous un déluge de bombes, fait fi du droit international et du droit international humanitaire. 151 États reconnaissent désormais la Palestine au prix du sang des martyrs de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Mais pour l'Algérie, le moment est venu d'engager une action concrète pour matérialiser et imposer ce consensus à plusieurs niveaux.
Le consensus international sur la nécessité absolue de reconnaître l'État palestinien représente le garant fondamental d'un règlement juste, permanent et définitif du conflit israélo-palestinien, de même qu'il constitue un rempart solide contre les politiques expansionnistes de l'entité sous le couvert du mythe du Grand Israël. Élargir la base de la reconnaissance internationale officielle de l'État de Palestine en tant que réalité irréversible pour que ne soient pas occultées les différentes dimensions politiques d'un État de plein droit exerçant sa souveraineté sur son territoire et sur son peuple. 37 ans après, cette image immortalisée sous une autre coupole, celle du Palais des Nations à Alger, l'État de Palestine continue d'être le cœur battant de la diplomatie algérienne, une cause que l'Algérie fait avancer doucement mais sûrement. Ahmed Attaf a tenu hier à New York plusieurs discussions bilatérales dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, s'est notamment entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, mais aussi avec ses homologues kenyans, Moussalia Abdoulaye Sabré, Moussalia Moudavadi, tchadien Abdoulaye Sabré Fadoul, autrichienne Beat Beinil Racing, le secrétaire d'État portugais aux affaires étrangères Paulo Rangel, et aussi avec la présidente du comité international de la Croix-Rouge, Mariana Spoliaric-Egger. Hier, la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États a été marquée par la reconnaissance par plusieurs pays de l'État de Palestine, des décisions saluées par les Palestiniens en Cisjordanie. Et la série de reconnaissance d'un État palestinien a suscité des réactions mitigées. En Égypte, certains citoyens considèrent que de telles annonces auraient dû intervenir depuis longtemps. C'est ce que la France, la Grande-Bretagne et tous les pays européens auraient dû faire dès le début. Se souvient-il seulement de reconnaître maintenant l'existence d'un État palestinien? Non, l'État palestinien existe depuis très longtemps. La reconnaissance d'un État palestinien par la Grande-Bretagne et la France est une étape qui aurait dû être franchie il y a longtemps. Il est clair que le monde arabe tout entier doit s'unir et s'opposer à l'agression sioniste contre la population de Gaza. Il est indéniable que chaque pays a le droit légitime de vivre en paix et en sécurité. Et suite à la réunion, la plupart des pays ont reconnu ce droit, bien que tardif. Sur le terrain, l'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 718e jour consécutif. L'entité sioniste continue de bombarder, d'affamer et de déplacer la population palestinienne, faisant depuis ce matin une trentaine de martyrs selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 38 martyrs et 190 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 65 382 martyrs et 166 985 blessés. Et plus de 30 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi, dont la plupart à Gazaville, suite à des tirs et bombardements des forces de l'entité sioniste sur diverses zones de la bande de Gaza. Les corps de 19 martyrs ont été transférés à l'hôpital Al-Shifa, 6 à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi Al-Mahmadani, 2 à l'hôpital Al-Aouda et 2 autres à l'hôpital Al-Aqsa.
Et la famine et la malnutrition aiguë causée par le blocus imposé par l'entité sioniste font également des victimes au quotidien. L'hôpital Nasser, situé à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, a annoncé ce mardi la mort en martyr de 3 nourrissons à cause de l'absence de nourriture. Dans l'actualité également de ce mardi, coopération militaire algéro-russe, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre algérien de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de la ANP le directeur du service fédéral russe pour la coopération militaire et technique, Chougaev Dimitri. Les deux parties ont évoqué l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun. Dans ce contexte géopolitique mondial complexe et cette situation régionale turbulente, l'Algérie, dans le cadre de ses principes de politique étrangère fondés sur le plein respect du droit international et la recherche incessante de résolution des différends par des moyens pacifiques, cherche à construire des partenariats multiples et diversifiés avec les pays amis et œuvre à développer des réseaux de relations qui combinent la recherche de solutions fondées sur le dialogue et promouvoir les exigences du développement durable afin de construire un destin collectif commun fondé sur la solidarité et le respect de la souveraineté des États. Je vous en parlais en titre, la tension est toujours palpable en France. Après l'ultimatum adressé par l'intersyndicale à Sébastien Lecornu, Matignon a proposé aux 8 organisations syndicales une rencontre avec le Premier ministre demain. Les syndicats menacent désormais d'une nouvelle journée de grève et de manifestation si le Premier ministre ne répond pas à leurs revendications. Et nous allons évoquer cette situation avec Sébastien Delorgu, député du parti La France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, après 2 mouvements de blocage en France, ayant mobilisé des centaines de milliers de manifestants, comment qualifiez-vous la réaction du gouvernement? A-t-elle répondu aux attentes des Français? Écoutez, déjà, dans un premier temps, le peuple réclame massivement des conditions de matériel d'existence digne, ce qui n'a pas été aujourd'hui donné de la part du gouvernement au peuple français. Les premières conséquences ont été la chute de François Bayrou et la réponse du président de la République a été de mettre le dernier macroniste présent sur cette team, c'est-à-dire Sébastien Lecornu. Et cette personne a décidé donc de recevoir les syndicats, mais moi je ne parlerai pas à la place des syndicats, mais tout ce que je sais, c'est que l'intersyndicale doit se réunir et de toute manière, nous soutiendrons les mobilisations, mais en parallèle, comme nous l'avons pu l'entendre dans la bouche des Françaises et des Français, ce qui les intéresse, c'est avant toute chose le responsable du chaos, c'est-à-dire le départ d'Emmanuel Macron. Et donc, comme je vous le disais, en parallèle, nous avons donc déposé une motion de destitution du président de la République qui, aujourd'hui, est pour nous le responsable de ce chaos en refusant de toute manière toute autre politique que la sienne, alors qu'il a déjà perdu l'ensemble des élections, les dernières élections, c'est-à-dire les législatives et les européennes ici en France. Et outre le départ d'Emmanuel Macron, quelle est, selon vous, la suite des événements? Quels sont les scénarios envisagés par la gauche? Écoutez, de toute manière, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit à l'instant, nous avons déposé une motion de destitution du président de la République. Nous allons donc attendre, si le Premier ministre le souhaite, le discours de politique générale qui doit être normalement fait par un Premier ministre dès qu'il prend ses fonctions à l'Assemblée nationale, ce que nous attendons donc de pied ferme pour savoir si réellement le président de la République, par le biais de son Premier ministre, change de politique et va donc accepter de faire... d'essayer de tout simplement mettre en place le programme du nouveau Front populaire qui est arrivé donc en tête aux dernières législatives ici en France, c'était il y a 1 an. Mais donc du coup, en attendant, nous attendons donc le discours de politique générale. Et s'il ne le fait pas, s'il ne demande pas la confiance au gouvernement, aux députés, nous allons donc déposer avec la France Insoumise une motion de censure, vous l'entendez bien, comme nous l'avons toujours fait quand les gouvernements ne respectent pas les institutions et la République.
Très bien, Sébastien Delogu, la France a reconnu hier l'État de Palestine. Est-ce que la France, membre permanent au Conseil de sécurité, doit aller encore plus loin et mettre fin à l'impunité dont jouit Israël aujourd'hui? Écoutez, pour moi, c'est très simple. Vous savez que c'est un geste que je me dois de saluer, bien sûr. C'est une grande victoire qui est populaire parce qu'elle arrive après une pression populaire depuis des années avec les collectifs et ces dernières années avec les mouvements de la population dans les rues à travers le monde d'ailleurs, hein. Et nous avons une pression populaire face au génocide en cours et à la famine qui est en train de détruire complètement les habitants à Gaza. Mais au moment même où Israël s'apprête à annexer Gaza et la Cisjordanie, reconnaître un État palestinien, qu'est-ce que ça serait qu'est-ce que ça serait de reconnaître un État sans son peuple ou sans ses terres? Ça ne veut rien dire. Donc l'État doit obligatoirement décréter un embargo sur les armes pour concrètement et réellement arrêter sa complicité. La France doit mettre en place un pont aérien humanitaire pour que Emboîter les le pas Gazaouis à l'Espagne, par exemple? tout à fait. On doit obligatoirement aujourd'hui se référer à ce que fait l'Espagne et la France doit obligatoirement suspendre les relations économiques avec un État qui est en train de génocider tout un peuple. Parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, Israël ne comprend que ça. Et la France doit arrêter toute commercialisation de produits issus des colonies, ce qui d'ailleurs est indiqué à l'ONU et a été voté en septembre 2024. Et suite à cette reconnaissance, Sébastien Delogu, le drapeau palestinien a été hissé sur les mairies de 80 villes françaises, malgré la mise en garde du ministère français de l'Intérieur. Est-ce un pas de plus en faveur de la question palestinienne qui jouit déjà d'un grand soutien populaire en France? Écoutez, pour moi, le symbole de hisser un drapeau palestinien sur une mairie est un symbole fort pour l'avancement si vous voulez, de la lutte que peut mener les collectifs sur le terrain ici en France. Mais quand nous voyons les images que vous venez de nous montrer, d'ailleurs, sur votre journal, qu'est-ce que c'est de hisser un drapeau sur une mairie face à des gens qui sont en train de mourir de faim, face à des gens qui sont en train de perdre toute habitation, toutes les universités, les hôpitaux, quand vous avez 90% des bâtiments qui n'existent plus, qu'est-ce que c'est en France d'hisser un drapeau palestinien sur une mairie? Ce n'est rien du tout. D'ailleurs, le maire de Marseille ne l'a pas fait. Mais moi, ce qui m'intéresse de dire, c'est que on aurait pu le faire déjà depuis bien longtemps. Mais vous voyez, le ministre Rotaillot s'agiter pour essayer toujours de pointer du doigt le peuple palestinien qui est en train de se faire génocider. Sébastien Delogu, député du parti La France Insoumise, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Dans l'actualité également, l'OTAN a lancé ce mardi un avertissement à Moscou déclarant que l'Alliance utiliserait tous les moyens dans le cadre du droit international pour se défendre contre toute nouvelle violation de son espace aérien. L'avertissement fait suite à l'abattage de drones au-dessus de la Pologne au début du mois et l'intrusion éventuelle d'avions de combat russes en Estonie la semaine dernière. Following the meeting, allies issued a strong statement of solidarity and resolve. Les alliés ont réaffirmé que notre engagement commun en faveur de la défense collective est inébranlable. Nous ne voulons pas que la Russie poursuive cette dangereuse politique, intentionnelle ou non. Mais nous sommes prêts et disposés à continuer de défendre chaque centimètre carré du territoire allié. Pour sa part, la Russie a rejeté les allégations du Danemark et de la Norvège concernant d'éventuelles violations de leur espace aérien comme étant sans fondement. Si l'on continue à porter ces accusations infondées, on ne peut pas prendre ces déclarations au sérieux. Nous entendons très souvent ces accusations infondées. Peut-être une partie qui défend une position sérieuse et responsable ne devrait pas répéter de telles déclarations à répétition.
Par ailleurs, le Kremlin a affirmé que la Russie était disposée à se conformer aux restrictions prévues par le traité sur la réduction des armes stratégiques New START durant l'année en cours, à condition que les États-Unis adoptent une attitude réciproque, avertissant qu'un accord pourrait entraîner des mesures ultérieures. Le sujet a été abordé de manière générale lors de nos échanges. Le temps, tel le Galusha, nous fait perdre la tête. Et nous sommes véritablement au bord d'une situation où nous pourrions nous retrouver sans aucun document bilatéral régissant la stabilité et la sécurité stratégique. Ce qui, bien sûr, est lourd de graves dangers à l'échelle mondiale. Ce point a été évoqué à plusieurs reprises, mais aucune discussion spécifique n'a eu lieu sur la prolongation du nouveau traité START. Allez, enfin, l'impact total des hausses de tarifs américains n'a pas encore été ressenti, selon un nouveau rapport de l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE. Le groupe a indiqué ce mardi que la croissance américaine ralentirait à 1,8% cette année et à 1,5% l'an prochain, tous deux en baisse par rapport à 2,8% en 2024. À l'avenir, les échanges commerciaux et plusieurs indicateurs d'activité à haute fréquence indiquent un ralentissement. D'après notre analyse, fin août, le taux moyen des droits de douane sur les importations de marchandises aux États-Unis est estimé à 19,5%, un niveau plus élevé qu'à n'importe quelle période entre le milieu des années 1930 et 2024. Les effets de ces droits de douane se préciseront à mesure que les entreprises écouleront les stocks accumulés suite aux annonces de droits de douane et que les taux plus élevés continueront d'être appliqués. Le ralentissement attendu de la croissance mondiale entre 2024 et 2026 reflète en partie les barrières commerciales élevées et l'incertitude politique qui devrait continuer de freiner l'investissement des entreprises et le commerce. L'inflation devrait diminuer dans la plupart des économies du G20 grâce à la modération de la croissance et du marché du travail. Nous prévoyons que l'inflation globale dans l'ensemble du G20 passera de 6,2% l'an dernier à 3,4% cette année et à 2,9% l'an prochain. Les États-Unis font exception. Nous prévoyons que les droits de douane pourront grimper l'inflation de 2,5% l'an dernier à 2,7% cette année et à 3% l'an prochain. Allez, direction le Maroc avant de nous quitter, où la rentrée sociale a débuté sous haute tension avec des mouvements de protestation dans plusieurs villes et régions marginalisées. Les citoyens réclament des réformes urgentes pour mettre fin aux inégalités et garantir une véritable justice sociale. Mohamed Wali Ben Chaban. La rentrée sociale s'annonce une nouvelle fois tendue au Maroc, marquée par une montée palpable de la colère populaire, notamment dans les zones rurales marginalisées. Les autorités ont empêché les manifestants pacifiques de Bouarous, dans la province de Taounet, de rejoindre le siège de la wilaya de la région Fès-Meknès. Cette mobilisation visait à alerter sur l'accumulation des inégalités sociales. Nous sommes venus participer à cette manifestation pour dénoncer la marginalisation que nous vivons à Bouarous. Nous voulions organiser un deuxième sit-in, cette fois devant le siège de la wilaya, mais les autorités, le Makhzen, nous ont non empêchés. Nous nous sommes donc retrouvés contraints de passer par la forêt. Nous sommes bloqués ici avec des personnes âgées de 60 à 70 ans et nous ne savons même pas si elles pourront atteindre la ville. Nos revendications sont légitimes, mais aucune n'a été prise en compte par les autorités. Il n'y a ni route, ni service de santé, ni éducation, et nous souffrons aussi de pénurie d'eau. Les habitants dénoncent une marginalisation persistante illustrée par l'absence de réponse concrète à leurs appels insistants et récurrents pour une justice sociale. Ma femme a accouché en plein hiver, nous n'avions pas de route. Je l'ai transportée sur une civière sur 3 km pour rejoindre l'hôpital. Un conducteur clandestin nous a ensuite transportés jusqu'au centre-ville pour 4000 centimes, puis un autre jusqu'au centre hospitalier pour 100 dirhams. Nous y avons passé 3 nuits, ce qui nous a coûté 46 000 dirhams. Malheureusement, le bébé est décédé. Nous protestons depuis 2014 et à chaque fois, on nous dit que nos revendications sont acceptées, mais rien ne change.
La tenue de cette manifestation vise à réclamer nos droits. Nous, habitants de Boarous, vivons dans des conditions précaires, manque d'infrastructures éducatives et sanitaires, routes dégradées, coupures d'eau fréquentes, absence de services de base. Nous nous sommes déjà mobilisés à plusieurs reprises, mais nous ne pouvons plus accepter ces conditions de vie. Face à des indicateurs économiques de plus en plus inquiétants, dominés par une explosion de la dette publique extérieure, la crise liée à la rentrée sociale pourrait s'étendre à d'autres régions du Maroc. Les Marocains mettent la pression sur un gouvernement qui ne se soucie guère de leurs revendications. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.